Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Gonzalez, je suis développeur chez Knockout Couture. Peut-être que certains d'entre vous étaient là l'année dernière, j'avais déjà fait une petite présentation un peu sur le même thème. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de rétro-ingénierie, comment ça marche, comment on fait, en quoi ça consiste et comment on fait pour en tirer des choses. Donc pour remettre les choses dans leur contexte, j'étais déjà venu, comme je l'ai dit l'année dernière, pour vous présenter EnioCascan. Donc EnioCascan, c'est notre bibliothèque Android de gestion de lecteurs de code barre. Son objectif, c'est on a une application, on a envie de la coder une seule fois, et on n'a pas envie d'avoir à chaque fois qu'on change de fournisseur de code barre, de scanner de code barre, de recoder son application. Donc notre bibliothèque, ce qu'elle permet, c'est de s'interfacer entre les appareils et l'application et d'avoir une étape de compatibilité entre chaque. Donc forcément, pour faire ça, il n'y a pas de mystère. À un moment donné, il va falloir écrire du code qui est spécifique à chaque scanner. Et pour ça, nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est la rétro-ingénierie, dans certains cas, des protocoles spécifiques à chaque appareil, pour comprendre comment ils fonctionnent et pouvoir communiquer avec eux sans passer par les bibliothèques propriétaires auxquelles on n'a pas le droit de diffuser. Donc, nous, cette année, ce qu'on va faire, c'est qu'on a un peu plus de temps et je vais essayer de rentrer plus en profondeur, de faire une démonstration plus exacte de comment ça fonctionne. Donc on va faire des captures, on va analyser un peu des paquets, on va regarder comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est contenu dedans. Et mon objectif là-dedans, ça va être surtout de répondre un peu aux questions que vous pourriez avoir sur la rétro-ingénierie, montrer que c'est accessible en réalité. Ça peut paraître un petit peu flippant au début, on voit des octets partout, de l'hexadécimal, ça fait peur. En réalité, pas tant que ça, c'est assez accessible et tout le monde peut en faire. Le sujet de cette démo aujourd'hui, ça va être cet appareil. Donc c'est un tout petit scanner de Zebra qui se met au bout du doigt et qui permet de scanner des codes barres. Il utilise un protocole propriétaire, c'est un scanner en Bluetooth. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir comment on communique avec lui en Bluetooth Low Energy. Donc comment ça va se dérouler? Dans un premier temps, je vais revenir un petit peu sur ce que j'avais présenté l'année dernière, très rapidement. Quelles sont les grandes étapes de la rétro-ingénierie? Dans notre cas particulier, c'est appliqué au protocole de communication réseau. Il y a d'autres formes de rétro-ingénierie. On peut faire la rétro-ingénierie d'un logiciel, d'un matériel, pour avoir différents résultats à la fin. Typiquement, un émulateur, en général, c'est un grand travail de rétro-ingénierie qui est fait. Nous, c'est juste la communication entre deux appareils qui va nous intéresser. C'est un peu plus simple, un peu plus accessible, et dans notre cas, c'est ce qui nous intéresse. Donc après avoir vu ça, on va voir les bases de ce qu'il va nous falloir pour ce cas spécifique. Donc Bluetooth l'énergie, comment ça marche, en quoi ça consiste, vous allez voir en fait c'est pas très compliqué. Et le protocole propriétaire de Zebra. Donc il faut savoir un petit peu qu'est-ce qu'on veut étudier. Il faut avoir une petite idée de comment c'est construit, comment ça fonctionne. Ça va nous permettre d'orienter nos recherches derrière. Après ça, on va faire la démo. Donc la démo, comment on fait pour générer des captures à analyser. Comment on fait pour lire ces captures derrière, une fois qu'elles sont faites sur son appareil Android, comment on va les lire sur notre ordinateur, comment on va traduire ce qu'elles contiennent, comment on va utiliser Wireshark, donc c'est l'outil qu'on va utiliser pour observer nos flux réseau, comprendre ce qu'il y a à l'intérieur et les observer un peu mieux. Comment on fait pour traduire les différents messages qu'on va observer. C'est ça, finalement, l'objectif principal de notre rétro-ingénierie. Et enfin, l'effet boule de neige et comment, à partir de pas grand-chose, finalement, on arrive petit à petit à traduire une plus grosse partie du protocole. Après ça, du coup, donc, suite à la démo, on a vu le cas du scanner, comment on peut l'utiliser sur d'autres choses. J'imagine que tout le monde n'a pas forcément un scanner chez lui qu'il a envie de décoder, mais tout le monde a par exemple un casque Bluetooth, peut-être des appareils en IoT, peut-être d'autres appareils qui fonctionnent en réseau, ça peut être aussi bien Bluetooth que Wi-Fi. Qu'est-ce qu'il y a comme cas d'usage? La question du légal, c'est une question qu'on m'avait posée l'année dernière où j'avais pas trop la réponse. Cette année, j'ai un peu mieux fait mes devoirs. Tout ça, est-ce que c'est légal? On va revenir dessus. Spoiler, oui. Et enfin, répondre aux questions. Si vous avez des choses que vous ne comprenez pas trop, que j'ai besoin d'expliquer un peu mieux ou de répéter, n'hésitez pas à m'interrompre. Et après, pour tout ce qui est questions générales, je préférais qu'on les garde pour la fin. Déjà, la rétro-ingénierie. Dans le cas d'un protocole, comment on va procéder? Il faut qu'on ait un petit peu une liste de choses à faire qui part du plus large au plus précis et qui va nous aider à orienter un petit peu nos recherches. Donc dans un premier temps, forcément, il va nous falloir des données à analyser. Dans le cas spécifique d'un scanner qui fonctionne avec un appareil Android, on a particulièrement besoin de préparer son jeu de données à l'avance parce qu'avec Android, on ne peut pas observer en direct les flux de données. On est obligé de faire des captures et de les analyser après coup. Donc là, il va y avoir un enjeu, c'est
comment on fait pour préparer une capture qui va être intéressante à analyser, qui va nous permettre de faire des progrès. Au début, forcément, on va un peu taper dans le vide, on ne sait pas trop quoi rechercher. On va avoir des bonnes idées. Typiquement, dans le cas d'un scanner de code barre, on va vouloir peut-être commencer par scanner un code barre. Ça va déjà nous donner une base. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans notre analyse, on va peut-être se rendre compte que tiens, il y a peut-être quelque chose que je pourrais scanner différemment pour obtenir des flux réseau intéressants. Donc l'important, c'est avoir une capture utilisable et utile. Et pour nous, une bonne capture, c'est une capture qui est courte pour qu'on ait moins de messages à analyser. Une capture qui est prévisible, c'est-à-dire qu'on sait exactement ce qu'il va y avoir dedans, au moins dans les grandes lignes, et qui est concentrée sur un type d'action. On pourrait faire une seule grosse capture de 30 minutes où on fait toutes les actions du scanner, mais ça ne va pas forcément nous aider à procéder derrière. Nous, par exemple, ce qu'on va vouloir faire, c'est une capture de 30 secondes, on va faire la même action 4 fois de suite, et plus tard, on fera d'autres captures, elles aussi assez courtes, assez précises, mais sur ce qui nous intéresse à l'instant T. Une fois qu'on a nos captures, qu'on a importé ces captures, ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver quelles sont les sources des différents messages de la capture. Qui parle avec qui parle sur quel canal. Donc, dans notre cas, ça va être trouver quels messages proviennent du smartphone, quels messages proviennent du scanner, voir s'il y a des moyens de les identifier de manière assez précise. Il peut y avoir des messages entre les deux qui ne nous intéressent pas et d'autres qui nous intéressent plus. Ça, c'est ce qu'on va essayer d'identifier le plus vite possible. L'objectif de ça va être de filtrer au maximum ce qui est contenu dans notre capture, retirer tout le bruit et avoir uniquement l'essentiel, uniquement ce qui nous intéresse. Une fois qu'on a identifié nos sources, on va vouloir identifier un petit peu les familles de messages. Là, ça va être beaucoup un travail d'hypothèse et de suggestion. On ne va pas pouvoir forcément, avant d'avoir fait la rétro-ingénierie, connaître à l'avance ce que veulent dire nos messages. Par contre, on peut déjà supposer. On peut déjà se dire, par exemple, ce message, il a l'air de contenir mon code barre, donc a priori, c'est un résultat de scan. Ce message-là qui arrive juste avant le code barre, probablement que c'est le message qui dit au scanner de commencer à scanner. Donc on va émettre ces hypothèses et l'objectif, ça va être d'orienter nos recherches derrière. Forcément, on ne peut pas tout tester, on a un temps limité. Il va falloir qu'on ait une petite idée de où commencer à chercher, quitte à finalement découvrir que ce n'était pas la bonne piste, mais au moins ça nous fait un point de départ. C'est surtout ça l'intérêt. Et enfin, donc, on a identifié nos sources, on a supposé des rôles à nos différents messages, et au sein des messages eux-mêmes, on va essayer de les découper un petit peu. Là, ce n'est pas forcément ce qui est le plus évident à faire en amont, mais si possible, essayer de découper les messages en fonction des rôles qu'on suppose aux octets. Donc typiquement, s'il y a un groupe d'octets qui contient juste mon code barre, on va pouvoir l'identifier à l'avance et le sortir un peu de notre analyse. S'il y a des groupes d'octets qui, a priori, ont l'air de correspondre à certaines fonctions, par exemple un qui décrirait la taille du code barre, on peut avoir cette intuition en amont, la noter dans un coin et la valider ou l'inférer plus tard. Donc ça, c'est du plus simple finalement au plus compliqué à faire en amont, mais il faut qu'il y ait une petite étape de travail de fait. Pour ce qui est Bluetooth et Bluetooth Low Energy. Donc le Bluetooth Low Energy, c'est une spécification qui est indépendante du Bluetooth. Voilà, un appareil peut supporter les deux versions, mais les deux versions ne sont pas compatibles entre elles. C'est toute une pile protocolaire qui couvre la pile réseau. Nous, ça ne va pas nous intéresser de connaître par cœur comment fonctionne toute la pile. Le seul truc qui va nous intéresser finalement, c'est là où va y avoir la donnée. Et ça, c'est le plus petit message de la pile Low Energy, c'est le protocole attribut. Donc, il est très petit, c'est un peu tout l'intérêt du Bluetooth Low Energy. On veut des paquets plus petits, un protocole plus léger pour économiser de l'énergie. Là, en l'occurrence, nos messages, ils font une vingtaine d'octets. On a un octet qui donne le type de message qu'on va étudier, 2 octets qui vont nous annoncer le canal entre guillemets du message, l'adresse sur laquelle il va circuler, et 20 octets de données. Donc 20 octets de données, c'est très peu. C'est un peu ce qui fait la force du protocole. Il me semble que dans sa pile complète, au maximum, c'est 32 octets, un message Low Energy. Donc nous, ce qui va nous intéresser globalement, c'est ces 23 octets, donc surtout les 20 octets de data, mais ces deux-là vont nous intéresser pour identifier les sources, justement. Donc il n'y a pas beaucoup plus de choses à connaître sur le Bluetooth. Pour ce qui est du protocole de Zebra, donc là, pareil, pas grand-chose qu'on a besoin de savoir en amont. Ce qui est bien, c'est pour les remettre en contexte, c'est un protocole propriétaire qui sert à communiquer avec tous les scanners Bluetooth de Zebra. Donc ça veut dire que si on réussit la rétro-ingénierie sur un scanner, il y a des chances qu'on puisse le faire fonctionner sur d'autres scanners, donc c'est intéressant. C'est un protocole en série, pas de transmission parallèle, et c'est des tailles de paquets variables.
ça, c'est bien de le savoir parce que même si là, on va traiter du low energy avec des tailles de paquets très réduites, on connaît les développeurs. Les développeurs n'aiment pas réinventer la roue à chaque fois. Et c'est une des premières hypothèses qu'on va pouvoir faire. C'est trop coûteux de maintenir plusieurs protocoles. Très probablement, le protocole qu'ils utilisent en Bluetooth normal va être le même qu'en Bluetooth classique, low energy. Mais ça, il va falloir le confirmer. Autre chose importante, la documentation, elle existe. Elle est facilement trouvable. Par contre, elle n'est pas tout à fait parfaite. On va revenir dessus juste après. Elle est un peu incomplète, un peu pas à jour. On peut s'en servir comme base, mais elle ne va pas nous donner la solution magique à tout. C'est pour ça qu'il y a quand même un travail derrière de déduction et d'analyse. Maintenant, on va passer à la démo. Donc première chose, de quoi on va avoir besoin dans notre cas particulier? Un smartphone Android, forcément le scanner qu'on veut analyser, un PC avec les logiciels Wireshark, donc c'est celui qui va nous servir pour faire l'analyse des paquets. Android Debug Bridge, c'est juste un petit utilitaire qui nous permet de communiquer avec notre smartphone, donc là en l'occurrence ça va être pour récupérer les logs. Et si possible, si on en a, de la documentation. Même si ce n'est pas de la documentation très complète ou très intéressante, tout ce qui est bon à prendre peut nous servir. Des fois on peut trouver des petites miettes d'informations qui pourront nous débloquer. La documentation, en cas de plusieurs options, la plus intéressante, ça va être la documentation développeur, car c'est elle qui risque d'être le plus technique et donc de rentrer plus dans les détails et de nous donner le plus d'informations. Donc première chose, on va générer notre flux de données. Là, du coup, hop, ça va être difficile de vous montrer. Pour générer un flux de données, on a un mode particulier à activer dans les options de développeur d'Android, qui va être le mode Bluetooth HCI Snoop Log. Donc, en gros, ce que ça fait, c'est qu'il va enregistrer tous les flux Bluetooth, les stocker dans un fichier log qu'on va pouvoir, nous, derrière, récupérer et analyser. Donc, c'est ça qu'on va vouloir commencer à mettre de côté. Donc, dans les options de développeur, une fois qu'on a éteint le Bluetooth, on va chercher dans les paramètres Enable Bluetooth HCI Snoop Log. Je ne sais pas exactement si c'est le même nom en français. Hop, on l'active. Une fois que c'est activé, on relance notre Bluetooth. Il faut vraiment relancer le Bluetooth pour qu'il prenne en compte les changements. Hop, le Bluetooth est activé. Et là, maintenant, on va pouvoir aller dans un outil qui nous permet de faire nos captures. Nous, dans notre cas, Zebra, ils sont assez sympas. Ils ont une petite application de démo qui nous permet de nous connecter à leur scanner et de faire quelques contrôles dessus. Donc, on a le scanner, on a l'application. On va venir scanner le code barre qui nous montre. Ça va dire au scanner qu'il est capable de s'appairer à ce téléphone-là. On va accepter l'appairage. On va lui laisser quelques secondes. Hop, il est connecté. Lui, il va détecter la connexion et se mettre à jour. Et là, on a tout un tas de petites options sympas. Notamment une option pour activer le scan, une option pour désactiver le scan, une option pour activer l'aide à la visée, d'autres options intéressantes, plus ou moins, pour contrôler les LED de l'appareil, le son qu'il émet, les symbologies qu'il est capable de scanner. Nous, on a dit que dans un premier temps, tout ce qui nous intéressait, c'était scanner un code barre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer le scan, et on va prendre un code barre à tout hasard sur une bouteille. Ce qui est très bien avec les codes barres, c'est qu'il y en a partout. Hop, on l'a scanné. Donc on voit bien, on a notre code barre. On peut relire, on peut revérifier, c'est bien le code barre qui est sur la bouteille. Ce qu'on va vouloir faire, c'est faire plusieurs fois cette action pour être sûr. Pourquoi on va faire ça? C'est, dans notre analyse, on peut effectivement retrouver notre code barre, mais ça va juste nous annoncer ce message-là en particulier. Ce qu'on aimerait faire, c'est aussi pouvoir commencer à faire des suppositions sur les paquets qu'il y a autour. Donc pour ça, on va vouloir faire la même action en boucle et voir dans notre liste des paquets quels paquets reviennent à chaque fois qu'on fait l'action. Ça peut nous donner des informations de contexte qui pourront nous aider derrière à les traduire. Donc on va revenir dans les settings, réactiver le scan, hop, refaire un scan, on va attendre quelques secondes, on va même le refaire une troisième fois. Hop, on active, on a scanné. Là, on a notre capture, on a fait plusieurs fois notre scan, enfin notre action identique. Donc on va pouvoir déconnecter notre scanner, on va pouvoir éteindre le Bluetooth, revenir dans nos paramètres et désactiver, du coup, la capture des flux. Donc, une fois qu'on a ça, on a fini la partie obtention des flux. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est les transférer sur notre ordinateur. Donc pour ça, on connecte notre appareil avec USB. On vérifie aussi qu'il est autorisé à nous débugger. C'est une option qu'on nous demandera en pop-up. Là, on voit que j'ai été détecté. Et on va ouvrir notre terminal. On va se mettre dans
par exemple, hop, capture. Et on va vérifier déjà dans un premier temps que l'outil de debug est capable de repérer notre smartphone. Donc ADB Devices, hop, il va lancer voilà, ADB et on voit que notre appareil est listé. Donc là, comment on fait pour générer notre résultat de capture? On a une commande ADB qui s'appelle Bug Report. Il me semble que c'est bien ça. On va tricher un peu. Ouais, ADB Bug Report. Et on va lui donner un nom d'archive. Donc c'est le zip qui va générer. Donc nous, on va l'appeler CDL. Hop. Et ça va prendre un petit moment. Donc en général 2-3 minutes, peut-être un peu plus. On ne va pas attendre jusqu'au bout. J'ai déjà fait un export. Donc là, il va nous générer un zip. Et dans ce zip, il y aura tout un tas de logs Android. Oui. Ah, zoomer un peu. Hop. Non, ça va pas être là-dedans. Comment on zoome là-dedans? C'est... Non, hop. Raté. Alors j'oublie comment on zoome là-dedans. Ouais, hop. Ok, c'est plus lisible. Ok, ouais, donc voilà. Donc, ADB Devices, ça nous indique quels appareils sont détectés par l'outil de debug. ADB Bug Report, CDL, ça va nous générer cdl.zip. Et cdl.zip, ce qu'il va faire, c'est qu'il va contenir tout un tas de logs système Android, dont le log qui nous intéresse. En réalité, on aimerait bien pouvoir juste extraire le log qui nous intéresse. Tous les appareils n'ont pas l'air de supporter de la même manière. Je ne sais pas si c'est lié au constructeur, lié à la version d'Android. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher du coup notre zip. Hop. Donc, dans symbol.zip, nous, notre fichier, il va être dans File System, donc FS, Data, Log, Bluetooth. Et là-dedans, on va avoir un ou plusieurs fichiers. Nous, celui qui va nous intéresser, c'est btsnoop_hci.log. Donc celui-là, c'est celui qui va contenir notre capture Bluetooth. Parfois, la capture n'est pas exactement à jour et c'est pas exactement lancée quand on a pensé qu'elle s'est lancée. C'est des choses qui arrivent. Dans ce cas-là, il faut refaire une capture et en s'assurant d'attendre peut-être un peu plus longtemps après avoir activé l'option. C'était le cas pour ce zip en l'occurrence. Et à terme, on obtient notre btsnoop_hci.log. C'est le seul qui nous intéresse de toute la capture. Et lui, du coup, on va pouvoir l'exploiter derrière. Donc, comment on fait pour l'exploiter? Hop. On va aller dans Wireshark. Donc, Wireshark est un outil d'analyse de flux réseau. Voilà. Et on va aller ouvrir notre capture. Donc, btsnoop_hci.log. Et là-dedans, on va avoir tout un tas de paquets réseau. Donc, bon, on peut se promener un peu là-dedans, c'est incompréhensible. Il y a tout un tas de mots qu'on ne comprend pas forcément. On peut aller voir même un outil d'analyse statistique qui nous montre. Donc, c'est statistique Flowgraph, et là-dedans, ça nous montre tous les flux, toutes les communications qu'il y a entre les différents modules de notre appareil et autre chose. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est entre mon téléphone et le Texas Instruments, qui est le scanner du coup. Donc on va pouvoir faire défiler, on va prendre un moment, mais à terme, on va finir par retrouver des messages qui nous intéressent là-dedans. Il y a quand même beaucoup de bruit là-dedans. Ce qu'on aimerait bien, c'est garder uniquement les paquets qui nous intéressent nous. Donc nous, on a dit que ce qui nous intéressait, c'était les paquets attributs de protocole, ATT. On les voit par là. Donc ces paquets-là, c'est les seuls qui vont nous intéresser. Tout le reste, c'est du bruit. Tout le reste, on va vouloir l'ignorer. Donc ce qu'on va faire pour ça, on a une manière de faire. On va aller dans la barre des filtres et on va rajouter juste BT, ATT. Hop. Et là, ça nous efface tous les paquets qui ne sont pas du attribut de protocole. Donc déjà, ça va pas mal nous filtrer les flux de données. Une fois qu'on est là, ce qu'on va faire, c'est essayer de retrouver la partie des paquets qui correspondent à notre capture. Donc nous, souvenez-vous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a scanné un code barre dont on connaît la signification, puisqu'en général, dans les codes barres du commerce, on a la traduction du code barre juste en dessous. Donc ici, c'est une série de chiffres. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est on va remonter un peu les autres fenêtres de Wireshark, notamment la dernière. La dernière, ici, c'est l'analyse du contenu d'un paquet. Donc, sur la partie gauche, on a la valeur hexadécimale de chaque octet de ce paquet. Sur la partie droite, on a la traduction en ASCII quand c'est possible. Donc pour la majorité des paquets, malheureusement, ça ne va pas nous servir beaucoup. Ça va être des caractères ASCII qui en fait ne correspondent à rien, puisque ce n'est pas censé être du texte lisible. Par contre, dans notre cas, à un moment donné, a priori, on devrait retrouver notre code barre.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire défiler les paquets un par un. Donc là, on voit que a priori, ça ne correspond à rien. De temps en temps, on va passer des lettres, a priori dans le désordre. Hop, là, on commence à avoir du texte un peu lisible. C'est pas un code barre, mais a priori, ça ressemble à un numéro de série. Donc on commence à se rapprocher d'un élément intéressant. Donc on va continuer de faire défiler. Hop, là, il y a des chiffres, ça ne correspond à rien. Hop, d'autres numéros de série, d'autres éléments de configuration, on dirait. Hop, pareil. Hop, voilà. Et là, on a un truc intéressant, on a notre code barre qui apparaît en clair. Du coup, là, ce qui est bien, c'est qu'on a trouvé la zone qui correspond à notre code barre. C'est la zone qui correspond à l'action qu'on a réalisée. Donc là, on voit qu'elle est répartie en deux paquets. Voilà, on a un début de code barre, là on a les derniers morceaux du code barre. Pourquoi? Rappelez-vous, ATT, c'est un protocole qui est très petit, la donnée fait 20 octets maximum, et on a un peu plus que 20 octets à faire passer. Du coup, on a trouvé notre code barre, il est réparti sur ces deux paquets-là. On va se demander, ça c'est un paquet qui nous a été envoyé depuis le scanner vers le téléphone. On a envie de savoir comment est-ce qu'on fait pour retrouver, identifier très clairement quels paquets viennent du scanner, quels paquets viennent du smartphone. Wireshark propose un autre outil qui est assez sympa, qui est une traduction, entre guillemets, de la pile protocolaire. Donc là, on voit ici tout un tas d'onglets qui décrivent différents morceaux de la pile protocolaire Bluetooth. Nous, encore une fois, celui qui nous intéresse, c'est le attribut de protocole, donc le dernier. On va aller déplier ça. Et là, ce qu'on voit, c'est il nous a traduit, du coup, l'opcode, le handle et la data. L'opcode 0x1b, une notification. Le handle 0018. A priori, on a trouvé le canal de communication que le scanner utilise pour communiquer avec notre smartphone. Donc c'est pas mal. Maintenant, est-ce qu'on peut trouver celui que le smartphone utilise pour communiquer avec le scanner? Donc on était là. Donc on va remonter autour. Juste au-dessus, on voit hop, battery level. Donc ça, c'est un autre message qui vient du scanner vers notre smartphone, mais c'est pas un message qu'on a demandé. C'est une notification classique du Bluetooth Low Energy qui va de temps en temps remonter le niveau de batterie. Celle-là, elle ne va pas nous intéresser. Et d'ailleurs, on voit qu'elle n'utilise pas le même handle. C'est bien le même opcode, mais pas le même handle. Et si on monte juste au-dessus, là, ce coup-ci, on a un message qui vient de notre smartphone à destination du scanner. Donc probablement, on ne peut pas encore en être sûr, mais on peut le supposer, que ça va être un message qui correspond à l'appui sur le bouton qui a lancé le scan sur le scanner. Donc là, on voit du coup que cette fois-ci, on n'utilise plus les notifications, mais les write commands, et qu'on utilise le handle 0016. Donc, on peut vérifier sur d'autres messages, on peut peut-être retrouver d'autres scans un peu plus bas. Si on descend, on devrait avoir nos scans suivants. Voilà, là il y en a un deuxième. Encore une fois, ce qui vient du scanner, c'est handle 018 avec l'opcode notification. Si on remonte, encore une fois, sur le smartphone, ici, on a une write command sur le handle 16. On pense qu'on a à peu près compris quels canaux de communication utilisait chaque appareil. Donc ce qu'on peut faire du coup, c'est rajouter ces canaux à nos filtres pour extraire tous les messages qui ne nous intéressent pas, notamment par exemple les notifications de batterie. Donc là, on va rajouter, hop, attends, est-ce que, voilà, ça va être plus rapide. Donc là, du coup, on a filtré tous les flux qui n'étaient pas ceux qui nous intéressaient exactement, c'est-à-dire les messages entre le scanner et le smartphone qui sont en lien direct avec notre analyse. Donc maintenant qu'on a fait ça, lui, on ne devrait plus trop en avoir besoin, on va pouvoir le fermer. L'analyseur de messages, lui, on va encore l'utiliser un petit peu. Et là, ce qu'on va faire, du coup, c'est se promener autour de notre code barre. Donc là, on a nos deux messages qui correspondent au code barre. On va voir un petit peu ce qu'il y a autour, on va essayer de trouver des thèmes récurrents. Donc là, ici, on a un code barre, un message qui est avant le code barre, et le message qui vient de notre smartphone. Si on descend un peu plus bas, on a encore une fois le message qui vient de notre smartphone, un qui vient du scanner, et il devrait y avoir un code barre dans le coin aussi. Voilà, ici. Donc, on commence à retrouver des messages qui reviennent souvent. On a 3 messages, dont 2 qui contiennent le code barre, précédés par une information qui vient de notre smartphone, et suivi, encore une fois, d'une notification qui vient de notre smartphone. Donc,
on commence à avoir des paquets récurrents, on va essayer de les attraper, on va ignorer tous les paquets qui ne reviennent pas à chaque fois, donc c'est le cas par exemple de ce dump ici. C'était ça l'intérêt notamment de faire plusieurs fois la même action, c'est pour essayer d'isoler qu'est-ce qui revient réellement à chaque fois et qu'est-ce qui est des messages superflus. Et on va commencer à revenir du coup dans notre présentation pour les mettre. Donc là, on a vu effectivement comment on identifie les sources, comment le rajouter au filtre. Et là maintenant, on va essayer de déterminer les motifs récurrents. Donc là, c'est une version plus large de cette capture. On a essayé de répertorier les différents paquets qu'on a observés. Donc sur nos 3 captures qui suivent, à chaque fois, on retrouve notre code barre. On a une partie qui vient avant le code barre, qui est la même dans les 3 cas. On a quelques messages après le code barre qui semblent être les mêmes dans les 3 cas. Peut-être que c'est lié, peut-être que c'est pas lié. On n'est pas trop sûr, mais c'est des paquets qui reviennent, donc on va pouvoir s'y intéresser un peu plus. Et enfin, on a d'autres paquets, ici, par là, qui ne nous intéressent pas forcément, parce qu'ils n'ont pas l'air de revenir à chaque fois, donc c'est probablement pas lié avec ce qu'on essaie d'observer. On a catégorisé les paquets, on a mis nos suppositions. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de voir comment on interprète leur contenu. Donc là, maintenant, on va regarder la partie contenu des paquets, c'est-à-dire les octets qui les composent. J'ai mis en surbrillance le code barre, donc c'est les octets qui correspondent à la valeur qui a été scannée, et tous les autres octets qu'on a autour. Là, on va vouloir faire quelques suppositions déjà. On a retrouvé le paquet qui correspond à notre code barre, les deux même. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir des choses qu'on peut déduire des paquets qu'il y a autour? Il faut se rappeler du coup un peu du contexte qu'on essaie d'analyser. On analyse un protocole réseau qui est censé être en série. Donc a priori, on sait qu'il y a un message qui vient de notre smartphone qui est le lancement de l'activité de scan. Le message suivant, on ne sait pas trop ce qu'il veut dire. On a nos 2 messages de scan. Un message, on ne sait pas trop ce qu'il veut dire. Un deuxième même, ils paraissent assez longs, ils n'ont pas l'air d'être vraiment liés au reste. Ce message-là, qui ressemble quand même beaucoup à celui-là, mais ce coup-ci, il vient de notre smartphone. Un message pareil qu'on ne sait pas trop à quoi il correspond. Et ce message-là qui est identique à celui-là. Donc on va pouvoir faire quelques suppositions. Dans les protocoles réseau, en général, il y a un pattern qui revient assez souvent, c'est la notion de hack. C'est-à-dire, un interlocuteur envoie un message, et en réponse, on va lui dire « j'ai bien reçu ton message, hack, tu peux considérer que j'ai compris l'information ». Donc on peut se dire, on a fait la demande de scan, le scanner va valider qu'il a bien reçu cette demande, il va activer son scan, il va scanner sa donnée, il a l'air de se passer des choses. Ce message-là, il ressemble beaucoup plus à celui-là que ces deux-là, donc on va se dire, a priori, le smartphone acquiesce qu'il a bien reçu le résultat du scan, peut-être qu'il demande autre chose au scanner, et le scanner, encore une fois, dit « j'ai bien reçu ce que tu viens de m'envoyer ». Donc dans ce cas-là, ça nous donnerait quelque chose comme ça. On n'est pas sûr, on met les points d'interrogation. Le seul truc qu'on est sûr à 100%, c'est à un moment donné, on a notre code barre qui se balade. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est valider ces suppositions. Et c'est là qu'on va sortir la documentation, ou le peu qu'on en a. Donc nous, dans notre cas, la documentation, elle ressemble à ça. C'est un document de 108 pages qui contient tout un tas d'informations sur le protocole de Zebra, plus ou moins complète, plus ou moins précise. Mais il y a une partie qui va être intéressante dans cette documentation, c'est la partie SSI Commands. Donc SSI, c'est le nom du protocole, et les commandes, du coup, c'est la description des différentes commandes qui peuvent passer par ce protocole. Donc on a tout un tas de commandes, et là-dedans, il y en a une qu'on va vouloir chercher absolument. Donc on trouve déjà la commande hack, sur laquelle on va revenir tout à l'heure, mais la première qu'on va avoir envie de valider absolument, c'est le scan. Donc dans le protocole Zebra, le résultat d'un scan, c'est dans des paquets qu'on appelle decode data. Donc ces paquets-là, on va aller dessus, ils vont nous donner une description de ce qui est censé être un paquet qui correspond à un scan de code barre. Donc on va avoir une taille, un opcode, source de message, statut, type de barcode, decode data qui est a priori le contenu de notre code barre et un checksum. Ça, c'est ce que dit la documentation. Maintenant, est-ce qu'on peut confirmer ça ? Est-ce qu'on peut confirmer ça avec nos observations? Donc, on a la documentation. Maintenant, on va vouloir valider l'hypothèse qu'on est bel et bien sur une capture de code barre. L'intérêt de cette hypothèse, parce qu'on est a priori sûr, étant donné qu'on a pu observer le code barre, c'est surtout de valider la toute première hypothèse qu'on avait faite au début de la présentation, qui est qu'on réutilise le même protocole
que pour le Bluetooth classique en Bluetooth Low Energy, même s'il n'est pas du tout adapté. Donc on va vouloir essayer du coup de retrouver les différents octets qui sont censés correspondre à la documentation. A priori, on est sur la bonne voie puisqu'on retrouve un opcode suivi d'un 00, donc qui correspondrait à la source. On va pouvoir continuer d'avancer en prenant la version plus détaillée de la documentation. Donc F3 qui semble du coup correspondre à l'opcode, 00 qui semble du coup correspondre à la source. Ok. Le statut, bon, on vérifiera plus tard, a priori ça a l'air bien engagé. Le type de barcode, c'est une information assez contextuelle, mais assez importante du coup. Donc c'est le type de code barre qu'on a scanné. Les codes barres, il y en a tout un tas de familles. Il y a par exemple les QR codes, on a les EAN13 qui sont le cas sur ma bouteille. On peut avoir les ISBN, les codes 128, il y en a plein. Et du coup, on a souvent envie de les identifier. Et là, en l'occurrence, la documentation nous dit, pour un EAN13, l'octet qui correspond, c'est 0x0b. Et là, effectivement, quand on regarde, on trouve 0b. On est sur la bonne voie. On a notre code barre ici, donc qui correspond au décode data, et le checksum qui semble être les deux derniers octets. Effectivement, ça prend 2 octets, on est bon. Par contre, il y a des choses qu'on ne trouve toujours pas dans la documentation. On a 2 octets au début, qui sont mentionnés nulle part. L'octet de taille ici, on va pouvoir le vérifier plus tard ou non. Et ces 3 octets-là, qui sont décrits nulle part. A priori, ça ne fait pas partie du code barre, donc on n'est pas sûr de pourquoi ça serait dans des codes data. C'est pas mentionné avant ou après, c'est des inconnus. On ne va pas pouvoir se servir de la documentation pour les comprendre. Même activité du coup, avec les hacks pour les valider. La commande hack, ça nous dit que ça prend ce format-là, donc une taille qui est toujours à 4, un opcode qui est toujours à des 0, la source qui va différer en fonction de si c'est un hack qui vient du smartphone ou du scanner, un statut et un checksum. Donc si on valide de notre côté, on a bien effectivement une taille de 4, un opcode à des 0, la source 0 pour le hack qui provient du scanner, 4 pour le hack qui provient du smartphone, un statut qu'on ne comprend pas vraiment, mais en réalité si on décompose les octets, l'octet en bits individuels, on pourrait retrouver la même valeur, et un checksum. Encore une fois, on a une inconnue qui sort de nulle part et n'est pas dans la documentation, c'est les 2 premiers octets, comme pour les codes barres. Donc on ne va pas pouvoir les traduire tout de suite, il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu à qu'est-ce que ça pourrait être, avant d'orienter du coup nos recherches. Donc on a vu qu'il y a certains octets qu'on peut identifier, il faudra les valider, il faudra notamment dans le cas des tailles vérifier que la taille corresponde bien. On a d'autres octets qu'on ne comprend pas, donc les 2 premiers octets pour tous les paquets, et dans les codes barres on avait 3 octets en plus qui viennent de nulle part. Là, l'intérêt, ça va être d'essayer de réfléchir à qu'est-ce que ça pourrait être. Encore une fois, c'est qu'une supposition. On n'est pas sûr à 100% de ce que ça va être. Il va falloir qu'on réfléchisse, qu'on essaie d'émettre des hypothèses, qu'on va valider ou non derrière. Dans ce cas-là, ce qui peut aider, c'est de penser comme un développeur. Tout le monde n'est pas forcément développeur, mais il y a des intuitions qui peuvent monter. A priori, si on manipule quelque chose qui est de taille variable, c'est-à-dire que plutôt que d'être toujours des codes barres à 13 caractères, ça peut être parfois des QR codes de 100 caractères, des QR codes de 1000 caractères, on va avoir envie, à un moment donné, d'avoir l'information de la taille du code barre qu'on va scanner. Donc la taille, a priori, c'est quelque chose qu'on devrait retrouver dans des octets inconnus. Autre chose, si jamais le message il est séparé en plusieurs paquets, on va avoir envie d'avoir un moyen qui nous permet de reconstituer ces paquets, de les rassembler en un seul message. Ça peut être le cas ici. Donc voilà, à partir d'intuition, d'expérience aussi, et de réflexion en pensant comme un développeur, on peut émettre des suppositions qui nous orientent un petit peu dans nos recherches. En général, ça va beaucoup être les tailles, les premières choses qu'on va vérifier. Traduction maintenant. Donc, on a fait le travail d'identification, de supposition, on a fait notre capture, on a identifié les sources. Maintenant, il va falloir traduire. La traduction, c'est tout bête en fait. On prend nos octets en hexadécimal et on essaie de leur assigner une valeur soit numérique, soit ASCII. Attention avec les valeurs numériques, il y a 2 manières de représenter des valeurs numériques en octets, le petit boutisme et le grand boutisme. En fait, la seule chose que ça change, c'est dans un groupe d'octets, est-ce qu'on lit la valeur de gauche à droite ou est-ce qu'on inverse l'ordre des octets pour les traduire. C'est un piège qui peut revenir pas mal de fois. Donc à l'aide du découpage qu'on a fait à l'étape précédente, à l'aide de nos suppositions, on peut commencer à orienter un peu l'interprétation. Typiquement, si on pense que la valeur qui devrait se trouver à tel endroit, c'est une taille, on va plutôt essayer de traduire ça en chiffres et de valider derrière si le chiffre il a du sens. Si on pense au contraire que c'est de la donnée peut-être paramétrique, il y aura peut-être plus d'intérêt à interpréter ça comme de l'ASCII et à lui assigner d'autres valeurs.
Et dans certains cas, ça peut être ni l'un ni l'autre et il faut regarder les bits individuels. C'est le cas, je pense, des valeurs de statut qu'on avait vu passer dans la documentation. Et en cas de valeur intraduisible, donc c'est le cas qu'on a eu ici, comment on fait? Si on ne peut pas aller d'une seule capture comprendre certains octets, ce qu'il va falloir faire, c'est de nouvelles captures. Ces nouvelles captures, on va avoir une petite idée de comment on va les organiser. On a un code barre qu'on a répété plusieurs fois et qui nous a donné la même valeur. Ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est une capture qui aura une chance de faire modifier cette valeur. Donc typiquement, si on pense que la valeur correspond à une taille, on va vouloir scanner des codes barres de tailles différentes et vérifier si la valeur, effectivement, elle change en fonction de la taille. Si on pense que c'est par exemple une symbologie de code barre, on va scanner des codes barres de types différents et voir si la valeur change aussi en fonction de ce qu'on scanne. Donc c'est là qu'on va vraiment faire plusieurs captures d'affilée, à chaque fois très précises. On va essayer de faire bouger un ou quelques octets à la fois, dans l'objectif de comprendre un petit peu, d'essayer de leur rajouter du contexte et de deviner un peu plus ce qu'ils font. Donc là, en l'occurrence, les derniers octets, on va réussir à les faire bouger avec la taille. Donc cet octet-là, on n'arrive pas à le faire bouger, intraduisible, on ne pourra pas faire mieux. Cet octet-là, on n'arrive pas à le faire bouger non plus, mais il y a une petite nuance que je n'ai pas affichée ici. Cet octet-là, si on traduit de l'hexadécimal au décimal, on obtient bel et bien la taille du code barre. En réalité, celle-là, elle fait aussi partie de la taille. Pourquoi? Parce qu'il y a certains codes barres très longs, notamment le QR code, qui peuvent largement dépasser la taille maximale qu'on pourrait compter sur un seul octet. Un QR code, ça peut faire plusieurs milliers de caractères. Un seul octet, c'est maximum 255 qu'on peut afficher dessus. Donc, a priori, ces deux-là, c'est une taille d'octet, une taille du code barre qu'on veut scanner, en grand boutisme, c'est-à-dire on lit dans l'ordre. Voilà. Si maintenant on regarde les premiers octets qui étaient inconnus, première chose qu'on peut remarquer, ces premiers octets, ils n'apparaissent pas sur le deuxième message qui contient le code barre. Donc là, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on peut annuler la théorie que cet octet appartient à une surcouche ATT. On sait que c'est en lien avec le paquet SSI complet. Et du coup, a priori, on revient sur une des hypothèses qu'on pouvait faire en pensant comme un développeur. Nos messages, ils peuvent être éclatés sur plusieurs paquets. On a peut-être envie d'avoir quelque chose qui nous permet de les reconstituer. En l'occurrence, la taille totale, peut-être, qu'on pourrait afficher. Donc pour ça, on peut regarder. Si on les prend en grand boutisme, donc 0800, ça nous donne une taille beaucoup trop grande, 2048. Là, on est clairement sur un message qui est plus petit. Pareil avec 1900 pour notre code barre. On n'est pas sur un code barre de 6000 caractères, on est plutôt sur un code barre de 25 caractères. Et du coup, si on passe en petit boutisme, si on inverse les octets dans l'ordre dans lequel on les lit, là, on tombe sur la bonne taille. Donc effectivement, ce coup-ci, c'est encore une fois une taille, mais à l'inverse de la taille du code barre, celle-ci, elle va décrire l'ensemble du paquet du protocole de Zebra et va être encodée au format petit boutisme. Donc là, on a traduit deux messages, le hack et le code barre. Une fois qu'on a cela, ça nous donne quand même du contexte pour la suite. Typiquement, les deux octets du début, ils ont l'air de revenir à chaque message, donc c'est ça qu'on peut éliminer. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'on va comprendre le protocole, qu'on va comprendre les octets récurrents, on va pouvoir éliminer des groupes d'octets, et en procédant par élimination, on va simplifier la traduction du reste du protocole. C'est un peu un effet boule de neige, c'est plus on commence à traduire et comprendre le protocole, plus la suite du protocole devient facile à traduire. Donc le résultat, c'est qu'on peut, du coup, maintenant qu'on a validé qu'on va utiliser le même protocole, grâce aux octets qui correspondent aux opcodes, on peut retrouver les opcodes qui correspondent. Il y en a un qui n'apparaît pas dans la documentation, sinon ce serait trop facile. Celui-là, le 96, il est mentionné nulle part. Nous, à force de travailler avec, on a découvert que c'était une sorte de hack un peu particulier. La documentation ne permettrait pas de le savoir. Donc il y a vraiment des cas où on ne peut pas tout trouver. Pareil, on peut comprendre le contenu de chaque paquet. Donc on a les deux premiers octets qui correspondent à la taille du paquet, la taille du paquet sans le checksum et sans la surcouche ATT, un opcode, une source, un statut qui ne nous intéresse pas réellement en réalité pour les besoins qu'on a, une payload et le checksum. Et dans la payload des codes barres, du coup, celui-ci, on n'a jamais réussi à le traduire et on n'y arrivera pas. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas à quoi il correspond. On a malgré tout nos symbologies, la taille du code barre et le code barre en lui-même. Du coup, après, il y a d'autres messages plus compliqués, typiquement pour un grand QR code qui peut faire plusieurs paquets SSI en plus de plusieurs paquets ATT. Il y a tout un tas d'autres messages aujourd'hui qu'on n'arrive pas encore à comprendre complètement, mais ça c'est un des points intéressants. Pour utiliser le résultat d'une rétro-ingénierie, on n'a pas forcément besoin de tout comprendre. Et c'est ça qui est bien pour se motiver à se lancer dans la rétro-ingénierie d'autres choses.
vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour pouvoir l'utiliser. Typiquement, si votre casque Bluetooth vous voulez juste modifier son equalizer, ou si votre IoT vous voulez juste les connecter un petit peu, les activer, désactiver à distance, sans utiliser l'application officielle ou les librairies officielles, vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Si vous avez compris les messages intéressants qui permettent de faire ce que vous voulez faire, vous avez déjà la liberté de les implémenter derrière de la manière qui vous intéresse. Je vais accélérer un petit peu. Et tout ça, c'est légal. Que dit la loi ? Donc, je suis un développeur, je ne suis pas juriste, je ne sais pas comment marche la loi de manière précise. Par contre, dans les grandes lignes, je comprends à peu près comment ça fonctionne. Première chose, on est en France. En France, on est quand même très protégé vis-à-vis de ces questions-là. Et dans l'Union européenne aussi, c'est plutôt pro-consumer. En France, globalement, dans les grandes lignes, la rétro-ingénierie est acceptée surtout, donc déjà si le produit qu'on analyse est obtenu légalement, forcément, mais c'est surtout accepté si l'objectif de cette rétro-ingénierie, c'est l'interopérabilité. Donc nous, c'est carrément notre cas d'usage. On veut rendre notre scanner compatible avec d'autres scanners sur la même application. Je dis surtout parce que c'est le cas qui est le plus mentionné dans les textes de loi. Par contre, ce n'est pas l'unique cas forcément, il peut y avoir d'autres justifications. En France, on est plutôt tranquille. À l'étranger, il va falloir réussir à mieux se justifier. L'objectif est forcément illégal si l'objectif c'est de faire de la contrefaçon. Typiquement, si vous faites la rétro-ingénierie, ça ne s'applique pas tellement au protocole, mais plus par exemple au matériel. Si vous démontez le scanner pour comprendre comment il fonctionne et que vous refaites un scanner à côté qui est quasiment le même à l'identique, c'est de la contrefaçon, ça ne passera pas. Attention aussi à la méthode de rétro-ingénierie. Donc encore une fois, ça ne s'applique pas forcément dans les protocoles, mais typiquement dans la rétro-ingénierie d'un logiciel. Si c'est un travail d'observation, de déduction, si on observe, par exemple, quand je clique sur tel bouton, ça fait telle action, et qu'on devine derrière comment ça fonctionne, a priori, on est plutôt tranquille. Ça se complique dès qu'on va commencer à faire de la décompilation, à observer du code source propriétaire. Là, on va rentrer dans le sujet de la propriété intellectuelle, il va y avoir des risques de plagiat, il faut se méfier un petit peu. Donc, toujours privilégier autant que possible l'observation, la déduction, l'analyse de comportement, plutôt que d'aller chercher dans du code source. Ça marche aussi avec de l'open source. Forcément, il y a des licences. Reprendre du code open source sans mentionner d'où il vient, ça fait partie du plagiat. Attention aussi, dans un cadre plus professionnel, les contrats utilisateurs que vous pouvez avoir signés. Aucun contrat en France ne pourra vous interdire de faire la rétro-ingénierie, parce que c'est illégal de l'interdire. Par contre, les contrats peuvent essayer de vous restreindre au maximum sur ce que vous pouvez faire. Surtout dans un cadre de ne pas fuiter, pas partager des secrets professionnels, des secrets d'exploitation. Donc là encore, ça va beaucoup plus être un travail de l'entreprise qui veut vous empêcher de faire ça plutôt qu'au niveau de vous. Mais il faut s'en méfier quand même, regardez ce que vous signez. Voilà, donc là, ce que dit la loi dans le message, c'est globalement, oui, si on détient, si on a acheté un appareil, il est à nous, on fait ce qu'on veut avec, même si ça ne plaît pas au vendeur. Code du commerce, là, c'est plus lié au cas professionnel. Globalement, on a le droit, toujours dans un cadre d'interopérabilité surtout. Attention, par contre, il peut y avoir des stipulations contractuelles qui disent que ce serait bien que vous ne regardiez pas quand même comment ça fonctionne. Et au point de vue de l'Europe, donc je n'ai pas de texte exact, mais globalement, on reconnaît que la rétro-ingénierie, parfois, c'est nécessaire et il y a des bonnes raisons de le faire. Donc, encore une fois, toujours se justifier. Avant de prendre les questions, pendant la minute que je vais avoir restante, EnyokaScan, donc qui est quand même la base de tout ça, on a besoin de vous. Donc nos petits scanners sont très rigolos, mais il y en a plein qui existent et nous, on ne les a pas tous. Donc si jamais vous avez des scanners qui traînent chez vous, même si vous ne voulez pas faire de la rétro-ingénierie, vous pouvez nous aider en validant par exemple que l'application fonctionne, que la bibliothèque le supporte bien, et s'il ne le supporte pas, nous le signaler. Même si vous voulez nous envoyer un scanner pour qu'on commence nous, de notre côté, à travailler dessus, ça peut beaucoup nous aider. Et autre chose, vis-à-vis d'Enyoka au sens large, on recrute. Si vous avez besoin même d'un CDI, d'un stage de fin d'études, d'un stage de césure, n'hésitez pas à nous contacter. On est là tout le week-end et vous pouvez nous envoyer des messages sur GitHub, par mail, etc. Et voilà. Et du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui ? Wireshark, il n'a pas des outils pour faire de la détection de récurrence, de pattern Alors, je ne connais pas vraiment en profondeur Wireshark. Je suis sûr qu'il y a, si pas par défaut, probablement par système de plugin, il doit y avoir un moyen de l'améliorer. Avec des regex aussi, probablement. Je ne suis pas un pro de Wireshark, pour le coup, je l'ai vraiment utilisé de manière assez surfacique. Mais je suis sûr qu'il y a des manières de l'utiliser de manière assez optimisée pour avoir plus de détails sur ce qu'on veut faire avec.
Ouais. Pour le 0 qui ne change jamais, vous n'essayez pas de mettre par exemple un 0,2 pour envoyer et regarder la réponse jusqu'à là? Alors, pour le 0 qui change jamais, est-ce qu'on peut essayer, nous, de notre côté, de renvoyer une autre valeur? On n'a pas vraiment essayé. Nous, dans notre cas, c'est parce qu'on n'avait pas forcément plus intérêt que ça à se pencher dessus. C'est pas visiblement, ce n'est pas un octet significatif. Après, effectivement, une manière autre de voir si on peut assigner une valeur arbitraire à un octet, plutôt que d'observer le comportement officiel, une fois qu'on a suffisamment de connaissances du protocole pour commencer à dialoguer nous-mêmes, c'est de voir si nous-mêmes, en changeant les octets, on arrive à provoquer des réponses différentes. On ne l'a pas fait là, mais c'est vraiment une vraie solution. Par contre, ça implique de connaître suffisamment le protocole pour commencer à communiquer avec les autres messages. Et là seulement, vous pourrez commencer à essayer de modifier les valeurs que vous renvoyez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Lorsque vous avez utilisé Android Debug, Mhm. vous avez mis Bug Report et CDL. Pourquoi CDL? CDL pour Capitole du Libre. C'était en gros donc ADB Bug Report, ça te génère un zip, et le mot que tu mets après, c'est comment il va nommer son archive zip. C'est juste ça. Ouais. La documentation en général, vous la trouvez où? Sur Google, c'est vraiment ça en général. C'est rare que les constructeurs donnent leur documentation de manière libre sur leur site. Elle est en général soit très bien cachée, soit pas à disposition tant qu'on ne leur demande pas explicitement. Et nous, on n'a pas forcément envie de leur dire qu'on est en train de décompiler tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais en cherchant sur Google, en général, il y a tout un tas de documentations qui sont disponibles, parfois plus ou moins récentes, parfois plus ou moins complètes, parfois plus ou moins libres aussi. Il faut faire attention, encore une fois, dans notre cas, je pense qu'on est plutôt tranquille, mais peut-être que certains constructeurs cachent leur documentation derrière un contrat. Auquel cas, il faut faire attention aussi à comment on l'utilise. Et ouais, question. Le code barre, là, il est envoyé en clair. Ouais, Et c'est ça. Si c'est pas le cas, Si c'est chiffré, c'est plus problématique forcément. Là encore une fois, on rentre un peu dans l'optique se mettre à la place du développeur. Pour de la manipulation de code barre entre un appareil qui est là et le smartphone qui est juste à côté, en général ça va être en clair. Pareil pour l'IoT, en général on sait que ce n'est pas forcément les appareils les plus sécurisés. Il y a des chances qu'il y ait pas mal de choses qui circulent en clair. Après, forcément, dès que le trafic est chiffré, ça va être plus compliqué. Soit on peut s'amuser à essayer de casser le chiffrage, encore faut-il savoir que c'est chiffré. Mais après, voilà, dans certains cas, on peut juste rien faire. Et c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Et je crois que c'est tout le temps qu'on a. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me retrouver dehors, etc. Merci.